mais ça rend la tâche difficile. C'est pour ça que vous voulez toujours me ramener. Oui, mais on connaît le pays. Vous connaissez quel pays? Vous connaissez le pays sous Paul Biya. Parce qu'on est plein financièrement, on fait des arrangements cyniques avec le pouvoir contre les citoyens. Je vous dis que non, on ne va pas procéder ainsi. C'est-à-dire les projets d'utilité publique. Là, l'État va venir et dire... ça va servir à la collectivité, ça va servir à la communauté camerounaise. Donc, on va vous prendre cette partie du terrain et on va vous indemniser. Maintenant, c'est un opérateur privé. L'opérateur privé ne vient pas négocier avec l'État sur un terrain qui n'appartient pas à l'État. C'est parce qu'on est sous Paul Biya que ça fonctionne. Ce que tu décris, je suis très content que tu décrives un système, mais paradoxalement, tu soutiens les porteurs de ce système-là, c'est-à-dire des gens ont leur terrain. Moi, je pensais que c'est les gens, que c'était une certaine communauté, comme les gens du RDPCM qui prenaient les terrains des gens. Là, tu viens toi-même expliquer comment il y a un concubinage incestueux envers les riches qui viennent s'accopiner avec le gouvernement pour arracher le terrain des plus faibles. Et là, je te dis que nous, si Moros Kamto fait ça, moi-même, je serais contre lui. Parce que ce n'est pas pour ça. On n'a pas chassé Biya pour implanter le même système. Un terrain privé appartient à un privé. Et il y a moins d'avoir besoin du terrain pour des initiatives d'utilité publique. L'État n'a pas le droit de venir t'arracher ton terrain. Mais une petite notion, Wilfried. Il y a quand même une clause que vous avez mise sur le fait que vous allez sévir sur les terrains non équipés. Ça veut dire que vous jouez dans les jeux, vous jouez sur les deux cartes. D'un côté, on te diminue de ton terrain parce que tu n'as pas payé les impôts. De l'autre côté, il y a l'opérateur privé qui, lui, a son usine qui va installer. Vous voyez que quand on colle les deux, ça fait effectivement cet effet. Il faut pas rejeter du revers. La question est pourquoi il ne paye pas ses impôts? Non, mais il y a des villageois qui ne sont pas dans cette capacité. C'est pour ça que là, c'est exactement ça qu'on a dit. Mais ils vendent donc ça à l'opérateur privé qui est donc de connivence avec le gouvernement. Écoute donc Wilfried, écoute donc ce qu'il Le MRC a dit on ne va pas taxer quelqu'un qui touche en deçà du salaire minimum. Le MRC n'a pas prévu de taper sur les démunis. On a beau vous expliquer un truc clair dans le programme. Vous êtes tenace dans, je sais pas, dans la confusion. Donc si vous avez 10 hectares, on va pas payer des impôts. Je crois qu'on va continuer. Mais si vous avez 10 hectares, si tu as 10 hectares, c'est que tu as... On va ouvrir un autre débat là-dessus, mais permettez que Wilfried réponde déjà à ça. Allez-y, il n'y a pas de problème. Allez-y. Qu'est-ce que le MSC fait? Qu'est-ce que le MSC compte faire pour faciliter l'obtention des titres fonciers au Cameroun? Par qui? Par le Camerounais lambda, qui est propriétaire terrien sur tous les terres natives. Vos questions, ce n'est que le terrain. Qu'est-ce qui vous arrive? En fait, vous tous chez vous... Toi, tu as choisi mes questions à ma place, Wilfried. C'est que je suis étonné. Ton ami Lux, ça fait environ 40 minutes qu'on répond. C'est ça qui nous intéresse. Chacun a son problème, non? C'est un peu comme ceux qui m'ont perdu. C'est pour ça que je dis, ouvrons dans un autre les questions sont formées. On va poursuivre là-dessus pour permettre aux autres de poser leurs questions parce que ça fait... Comment vous jugez mes questions? Non, c'est que c'est très redondant. En fait, s'il vous plaît, Landry, s'il te plaît. Je ne sais que lui répondre depuis. On a tourné la page parce que vu qu'il est clairement mal à l'aise, allons d'autres choses. On va revenir là-dessus. Je ne suis pas mal à l'aise. Je réponds très clairement à vos questions. Il y a des gens qui sont venus poser des questions. Vous avez changer de sujet. Non, tu n'es pas le seul, Landry. Non, mais Landry, il y a des gens qui ont posé 6 questions. Laissons les autres. C'est deux questions, s'il te plaît. Ça va, je laisse tourner. Poser la question. All right, ok. Toi, là, tu ne bouges pas. Moi, juste à part sur le terrain. Je suis ouvert. Le jour, on a fait une conférence à part sur le terrain parce que ça a l'air de vous préoccuper. Moi, je faisais juste une remarque. Je n'ai pas de difficulté avec vos questions. C'est vous qui décidez de ne rien comprendre, même quand on explique, surtout le sonore, là. Donc, si vous voulez, on va faire un truc précis sur le... C'est que ça fait environ 40 minutes qu'on tourne autour du terrain. C'est comme le fédéralisme communautaire de nos frères du PCRN. Je trouve ça embarrassant à la longue que ça tourne autour de la même chose. Le terrain, quand je pense aux enjeux, aux défis de la République, j'ai déjà répondu à 2-3 questions sur le terrain. La 4e question revient encore sur le terrain. Je dis, mais vous ne jurez que par le terrain, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que le terrain dans vos têtes, il n'y a que le terrain dans vos vies. Il n'y a que le terrain dans le pays, c'est un peu autre chose que le terrain, non? Mais il faut comprendre que il y a les vendeurs de terrain, de métiers.
Non, ça c'est même pas ça. C'est pas ça. C'est simplement parce qu'il y a certaines personnes qui considèrent que leur politique part du fait de la possession de terrain. Ils pensent que il y a une bonne tranche des Camerounais aujourd'hui qui pensent que la richesse vient du fait qu'il y ait des terrains. C'est ça qu'ils pensent. Bon, c'est leur point de vue. Ils ne font rien d'autre que vendre. Ils passent des panels à dire ça. Donc, ils forment des groupes pour dire que, OK, nos richesses, nos terrains. Donc, du coup, il y a une focalisation sur les terrains. C'est juste pour le terrain n'est pas une richesse, c'est la valeur ajoutée sur le terrain qui a une richesse. C'est ce qu'ils disent. Le terrain est une richesse et qui me dit oui, mais si je ne peux pas payer l'impôt, c'est que tu n'as pas viabilisé dans ton terrain et là ce n'est plus une richesse, c'est du gaspillage. Donc il y a le terrain, il est juste là, mais tu ne produis rien, tu ne cultives rien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le terrain c'est la richesse. La rue, tu vois, le terrain, c'est la richesse. Vous dites quoi comme ça? C'est la richesse. Vous sur un panel de 700 personnes dire que le terrain, c'est pas la richesse. Le terrain, c'est la richesse. Landry, s'il te plaît. Landry, s'il te plaît. Je vais corriger ton micro. Le terrain, on est d'accord là-dessus. Le débat, c'est pas sur le terrain. Le terrain, c'est la richesse. Potentiel de richesse. Oui, c'est pas la richesse. C'est ton point de vue pour l'instant. Oui, le terrain, c'est la richesse. Landry, s'il te plaît. Celui qui a le nom, c'est Wilfried. Le terrain, c'est la richesse, c'est vrai. Celui qui a le nom, c'est Wilfried. Les gens que Wilfried répondent à d'autres questions. Le terrain, c'est pas la richesse, c'est quelle histoire ça? Franklin, demute-toi. Franklin. Le terrain, c'est un peu comme une feuille blanche. Tu peux vendre la feuille blanche, c'est clair. Mais tu la rentabilises. Master, descends, s'il te plaît. Je ne suis pas obligé de rentabiliser. Mon terrain est là, le jour où je veux l'argent, je m'en vais, je prends l'argent. Alors, ce serait à... Ça serait à... C'est pour ça que je te dois rassurer, cher ami. Qui me mute là, alors qu'on échange? Et moi, Landry, j'ai dit non, pas d'échange en haut. Parce que ça va créer... Pas encore, on va dire un truc qui n'est pas correct sur ce que j'ai dit, je vais répondre. Pourquoi on ne veut pas répondre? C'est pour ça que tu es gardé là. Normalement, après, si on dit appuie sur le panel, c'est un chagrin. Non, aujourd'hui, il n'y a rien de ça. Il n'y a pas de ça ici. Comme moi, je dis. Quand je suis sur le panel, je ne connais pas ça. Quand on sera là, tu vas faire ça avec Boss, plus avec moi. J'ai accepté ça. Ici. J'ai déjà accepté ça avec ça. Ne commencez pas, hein, s'il vous plaît. Alors, Landry, je vais te descendre si tu continues, sérieux. Non, calmez-vous. Hein. Wilfried est là. Mais quand je suis ici, les affaires de machin là, je ne veux plus. Ça crée le désordre ici, c'est bon. De la Mona, démute-toi. De la Mona. Alors, Morisset. Mais il faudrait descendre. Parce que quand quelqu'un ne répond pas 2 fois, on descend. De la Mona, là, c'est qui? J'ai des yeux qui sont... Morisset. Je pense que les gens ont tellement attendu. Parce qu'il y a du monde là en bas. Oui, il y a du monde en bas. C'est ça, on fait 3 heures à attendre. Tu te dis, mais finalement, quoi. Donc, on essaie comme on peut. J'essaie de faire... Désolé pour ceux dont je ne fais pas monter pour le moment. Je fais monter Denis parce que lui, il est du parti FUC. Voilà. C'est quoi ça encore? C'est écrit comment? F-U-C-K? Il va te le dire, Wilfried. Donc... FUC. Mamma mia. Enfin bref. Allons. Alors, j'essaie comme ça de trouver justement des bons clients parce qu'ils vont dire non, vous le faites monter que les gens... On a besoin de gens qui peuvent venir poser des questions. Des gens qui ne sont pas du MRC ou qui n'ont pas des penchants MRC qui peuvent venir poser leurs questions. Donc, mais Charlie, arrêtez les questions. Arrêtez d'encadrer les questions. C'est-à-dire, Charlie, n'encadrez pas les questions. Il n'est pas un enfant, il est un homme politique. Il peut personne n'a encadré les questions. On ne veut pas juste du désordre, c'est tout. Donc, j'ai dit d'avance, désolé aux MR6 qui sont en demande là. Vous êtes nombreux. Non, vous ne pouvez pas monter. Déjà, il ne faudrait pas après me taper dessus parce que je suis fragile. Alors. On peut poser la question alors finalement? Ou tu cherches encore les questions? Oui. Nous sommes là, on a des questions. Denis, vas-y. Bon, moi je vais changer, puisqu'il se plaignait qu'on ne parle que des tyrans. On va un peu s'éloigner des tyrans pour parler un peu de l'économie. Je voudrais savoir quelle est la position du MRC en ce qui concerne la problématique monétaire. Est-ce qu'il faut sortir du franc CFA ou alors
la question monétaire, en fait, la question du franc CFA est-il un problème pour l'économie du Cameroun? Imagine que on a 3 pays qui ont chacun une monnaie qui a la même valeur. C'est-à-dire, on a par exemple le Cameroun, on a la Chine, on a la France. La France a l'euro, le Cameroun a le CFA, la Chine a le yuan. Et imagine que dans mon exemple, dont chacune a la même valeur, dont 1 euro égale à 1 franc CFA égale à 1 yuan, mais dans l'exemple, nous sommes liés à la France par la parité fixe. Ça veut dire 1 euro sera toujours égal à 1 yuan. Maintenant, imagine que nous, par rapport à la... Why not, tu es là, fais ta demande. Gabi est là, faites vos demandes. Merci. Oui, Wilfried. J'ai enlevé les demandes qui stagnaient là tout à l'heure, donc refaites les demandes maintenant. Mais je conseille aux gens qui sont du MRC de s'abstenir parce que l'esprit est déjà là, s'il vous plaît. Laissez les autres faire leurs demandes, on les fait passer sur le panel. Merci. Excuse-moi, tu peux continuer. Oui. Je disais que, imagine donc, je reprends l'exemple pour que ce soit clair pour tout le monde, parce que tu m'as demandé, est-ce que le MRC considère le franc CFA comme un problème? Je suis en train de te répondre par une illustration avec un exemple en quoi c'est un problème en effet. Parce que c'est ce dans quoi on est. Tu vois, on est dans un système où 1 euro égale à 1 franc CFA égale à 1 yuan. Maintenant, le franc CFA est lié à l'euro par la parité fixe. Ça signifie que 1 euro sera toujours égal à 1 franc CFA. 1 franc CFA sera toujours égal à 1 euro. Maintenant, la différence entre nous et la France dans l'exemple, c'est que la France, elle peut changer, elle peut modifier la valeur de son euro. Elle peut augmenter sa valeur, ce qu'on appelle l'appréciation monétaire. Elle peut diminuer sa valeur, ce qu'on appelle la dépréciation monétaire ou la dévaluation. Le problème maintenant, c'est que comme nous, dans la zone franc, dans le Cameroun, dans mon exemple, nous, on ne peut pas décider de manière autonome et souveraine de modifier la valeur de la monnaie. Nous subissons donc les variations monétaires décidées par la France. Supposons donc que je produis le riz. Je veux le vendre aux Chinois à... Je veux le vendre aux Chinois à 1 euro. Enfin, je veux le vendre aux Chinois à, disons, je veux vendre le riz relativement moins cher. Plutôt que de le vendre à 1 franc CFA, je veux le vendre à 0,5 francs CFA, dont la moitié, j'ai divisé la valeur de la monnaie en 2 pour que mes produits coûtent moins cher. Donc le Chinois, sachant que 1 euro était égal à 1 yuan était égal à 1 franc, le Chinois qui devait débourser 1 yuan pour avoir mon riz, n'a plus besoin de débourser 1 yuan, il n'a plus qu'à débourser la moitié de 1 yuan, dont 0,5. Parce que désormais 1 euro est égal, parce que désormais, 1 yuan est égal à 0,5 francs CFA. Enfin, inversement, 1 franc CFA est égal à 0,5 yuan. Donc, il n'a besoin que de débourser la moitié de son argent pour avoir exactement ce qu'il avait au départ. Le problème, c'est que je ne peux pas le faire parce que ma monnaie est liée à la France par la parité fixe. Donc, je ne peux pas décider que ma monnaie vaut maintenant moins qu'avant, car la parité fixe m'oblige à maintenir 1 franc CFA égal à 1 yuan, car 1 franc CFA égal à 1 euro. Ça veut dire que même si je veux baisser la valeur de mes prix, de mes productions, pour peut-être concurrencer, battre la concurrence sur le marché international, je ne peux pas à cause de la parité fixe. Ça fait donc que dans mon exemple, la France qui fabrique aussi, qui fabrique la même chose que moi, et qui bénéficie de l'ancienneté et du prestige, va continuer de bénéficier de la clientèle chinoise parce que le client chinois va se dire, bon, comme le sac de riz qui vaut 1 euro vaut aussi 1 franc CFA, mais le sac de riz de la France quand même, on le connaît, il est historique, il est prestigieux, c'est la France, je vais continuer d'acheter chez la France et donc ça va me faire perdre des clients. Or, si je pouvais jouer sur la monnaie, je dis que maintenant la monnaie a baissé en valeur, donc mon 1 euro n'est plus égal à 1 yuan, donc, 1 franc CFA n'est plus égal à 1 yuan, 1 franc CFA égal à 0,5 yuan. Donc mon sac de riz qui coûte 1 franc CFA coûte maintenant 0,5 yuan. Le Chinois peut acheter avec la moitié de ce qu'il achetait auparavant. Si je jouais sur les prix, si j'avais cette possibilité-là, je pourrais décider de baisser la valeur de ma monnaie pour attirer davantage de clients. Bon, la réalité dans laquelle on est actuellement, c'est exactement la même. 1 euro est égal à 655 francs CFA. C'est une monnaie relativement forte par rapport à d'autres monnaies, ce qui peut créer un problème dans un pays qui veut s'industrialiser et éventuellement exporter ses productions. Parce que quand votre monnaie est élevée, vos produits sont chers sur le marché international et la concurrence aime bien les produits les moins chers, dont vous ne serez pas très compétitif. Nous avons donc besoin d'une monnaie où nous pouvons décider nous-mêmes de son appréciation ou de sa dévaluation
ce qu'on appelle le taux de change flottant. Donc la possibilité de dire que maintenant, on baisse la valeur de la monnaie par rapport à l'euro, on baisse par rapport au dollar. On ne peut pas car on est dans la parité fixe. Ça fait donc que, dans l'exemple que j'ai pris, les prix restent pareils. Mais maintenant, il y a un exemple qui aggrave encore la situation. Si, au moment où moi je voulais vendre à 0,5 yuan, les Français, eux, ont décidé de hausser la valeur de l'euro, donc d'apprécier l'euro, ça fait donc maintenant que un franc CFA qui à l'époque était égal à 1 yuan est désormais égal à 2 yuan, parce que 1 euro aussi est égal à 2 yuan à cause de la parité fixe. Si 1 euro est égal à 2 yuan, un franc CFA est égal à 2 yuan. Donc, mon sac de riz que je voulais vendre à 0,5 yuan, dont la moitié du prix d'avant, non seulement il ne coûte pas la moitié du prix d'avant, mais il coûte carrément 2 fois plus cher qu'avant, parce que ma monnaie a artificiellement augmenté, rien que par le fait que les Européens ont décidé d'augmenter la valeur de leur monnaie. C'est ça donc qu'on appelle les fluctuations monétaires. Donc la situation monétaire dans les pays de la zone franc ne répond pas à la conjoncture, c'est-à-dire à l'état de santé économique de nos pays à un instant T. La santé monétaire chez nous, la monnaie varie en fonction des desiderata de l'Union européenne. Dans la vie réelle, c'est un peu comme ça. Si l'Union européenne hausse la valeur de l'euro par rapport aux autres monnaies, la monnaie du franc CFA par rapport aux autres monnaies se trouve artificiellement haussée. Donc quand on veut produire localement et exporter ce qu'on a produit pour s'attirer des réserves de devises, c'est très mauvais d'avoir une monnaie forte. Il faut avoir une monnaie faible, parce que monnaie faible ne signifie pas économie faible. Au contraire, monnaie faible peut être le moteur d'une économie forte. Tu vas à la monnaie sud-coréenne, le won, elle est très loin inférieure au CFA. La monnaie iranienne, le rial, pareil. La monnaie vietnamienne, le dong, pareil. Ce sont des monnaies très faibles par rapport au CFA. Mais vous voyez bien l'économie de ces pays. Le Cameroun ne s'assoit pas à la table de la Corée du Sud, ou du Vietnam, ou de l'Iran. Pas du tout. Donc, on a besoin, quand on veut produire et s'affirmer au niveau de la concurrence internationale, plutôt d'une monnaie faible. Les gens se sont enfermés dans l'idée que monnaie forte équivaut à économie forte. Pas du tout. Quand tu émerges, tu peux avoir besoin plutôt d'une monnaie faible pour que tes produits soient plus attractifs. Donc oui, en ça, et ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres, mais j'ai préféré celui-ci pour illustrer un peu la réalité. Bon, donc oui, le franc CFA est un... Donc il faut donc sortir du franc CFA. Oui, le franc CFA est un problème pour cet élément-ci et pour beaucoup d'autres. Alors, on veut sortir du franc CFA. Comment on va faire? Nous avons remarqué qu'on est en 2025 et que les choses d'avant ne sont plus les choses d'aujourd'hui. On a vu comment le président nigérien Abdourahmane Tiani a repris en main la mine de Imouraren au Niger, qui est carrément l'une des plus grandes mines d'uranium du monde. Il y a au moins 200 000 tonnes d'uranium là-dedans. La France avait pris sous Mamadou Issoufou en 2009 la mine d'uranium pour une concession allant sur près de 30 ans, mais la France ne lançait pas les travaux parce qu'elle spéculait sur le minerai. Elle se disait que la forte demande internationale dans les années qui viennent allait permettre justement une meilleure rentabilité dont elle attendait. Or, le successeur de Mamadou Issoufou, Mohamed Bazoum, a été renversé et Abdourahmane Tiani a pris le pouvoir. Il a dit à la France que la mine d'uranium, tu ne l'utilises pas, c'est pas sérieux, c'est une perte de temps, on a besoin d'électricité. Il y a 56 centrales nucléaires en France, il n'y en a même pas une seule au Niger. Attends, c'est quoi ça? Soit tu lances les travaux de la mine d'uranium, pour qu'au moins on ait des retombées sur la production, la commercialisation, soit, je te retire le permis d'exploitation, quelles que soient les clauses que tu as convenues. Et la France a essayé de faire la langue de bois pendant 3 mois. 3 mois arrivé à échéance, Abdourahmane Tiani a arraché la mine de Imouraren des mains de la France. Et tout à l'heure, j'évoquais dans le cas du Tchad le fait que, après la visite de Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères à N'Djamena en décembre, Monsieur Idriss Déby Itno Junior a fait un pied de nez à la France en annonçant, juste après que Monsieur Jean-Noël Barrot ait tourné les talons, en annonçant la fin du contrôle français sur les bases militaires au Tchad, notamment à Abéché, à Faya et à N'Djamena. Et quand Emmanuel Macron a voulu rejamber en disant que non, c'était notre idée et qu'on leur a laissé la première de l'information, Monsieur Mahamat Déby a dit « Je crois que Macron se trompe d'époque ». Et vous voyez, en fait, on est dans une logique où avec les réseaux sociaux, avec la libéralisation de l'information, avec la vigilance des peuples africains et avec la possibilité d'éduquer, de faire de la pédagogie géopolitique,
ou de la pédagogie panafricaine auprès de sa population, on permet justement d'avoir le peuple derrière soi et ça rend difficile les renversements. C'est pour ça que vous avez Ibrahim Traoré toujours debout au Burkina, que vous avez Abdourahmane Chiani debout au Tchad, que vous avez Assimi Goïta toujours debout au Mali, et c'est pour ça que malgré ces attitudes sauvages qu'il a eues, notamment envers les opposants du parti, les transformateurs au Tchad il y a 2 ans. Vous avez quand même vu comment le capital sympathie de monsieur Idriss Déby est reparti à la hausse parce que, au-delà des phrases bateau, il a mis sur pied des mesures réelles de souveraineté parce qu'il a réellement chassé la présence française des bases militaires et il les a remis sous contrôle tchadien. Donc, le MRCI a prévu, pour sortir du CFA, justement 3 scénarios, ou plutôt 2 scénarios et demi. Le premier scénario concerne la sortie commune. Je dis et demi parce que, bon, c'est 2 scénarios en un. Commune, soit avec la sous-région des pays de la zone CEMAC, soit dans l'ensemble avec les pays de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Si tous sont d'accord que nous sortons, parce que cette monnaie-là nous crée énormément de problèmes depuis quand même plus d'un demi-siècle, on sort donc tous ensemble. Et là, aujourd'hui, avec l'avènement des pays de l'AES, on voit qu'on s'en rapproche. On voit que, voilà, on a 3 pays qui certainement pourront même sortir du CFA cette année. Ils y travaillent. Il est possible qu'en 2025, ces pays nous annoncent que, bon, les jalons qu'ils avaient prévu de mettre sur pied au sein de l'AES, tout est abouti. Maintenant, ils peuvent sortir du carcan monétaire. Donc, soit on le fait dans tous ensemble, soit on le fait avec les pays de la zone CEMAC uniquement, si les pays de l'UMOA ne sont pas encore disposés à le faire, ou du moins soit on le fait avec l'ensemble des pays qui, eux, sont prêts à sortir, y compris qu'ils soient dans l'AES ou dans le franc CFA, ça ne pose pas de problème. Il y a des pays en Europe où on utilise l'euro qui ne sont pas limités, qui ne sont pas, je crois, l'Islande, qui ne sont pas dans l'Union européenne, enfin qui ne sont pas dans l'Europe continentale, alors qu'il y a un pays dans l'Union, dans l'Europe continentale, qui n'utilisent pas l'euro ou pas vraiment, notamment la Suisse. Donc il est possible d'avoir une monnaie commune, même si on n'est pas géographiquement lié, même s'il y a 2-3 pays au milieu qui nous séparent, voilà. Donc c'est ce que nous avons prévu. Maintenant, si aucun pays ne veut sortir avec nous, on voit quand même si on peut sortir tout seul et on sort tout seul. Peut-être que par effet domino, on va contaminer les autres. Et les gens ont l'habitude de nous dire que oui, mais vous savez ce qui arrive aux pays qui sont sortis du CFA. J'ai envie de vous dire que tous les dirigeants, même à l'époque, qui sont sortis du CFA n'ont pas perdu la vie. Ahmed Ben Bella en Algérie n'a pas perdu la vie. Les accords d'Évian ont été signés à la fin de la guerre d'Algérie, le 18 mars 62. Le temps de mettre sur pied les mécanismes de souveraineté économique, les Algériens sont sortis du CFA en janvier 64. Le Maroc, la Tunisie, tous ces pays-là sont sortis aussi plus ou moins à la même période de la domination monétaire française, y compris les pays qui étaient contrôlés par la France, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, et qui, eux, ne sont pas domiciliés en Afrique. Et même en Afrique, Sékou Touré, qui a dit non au référendum de Gaulle en 58, n'a pas accepté d'être assujetti au mécanisme monétaire de la France et il a créé le CILI. Aujourd'hui, il est sous la déclinaison du franc guinéen, en tout cas une monnaie plus ou moins autonome. Vous avez Sylvanus Olympio qui est sorti également, Modibo Keïta qui est sorti du CFA en 62. Le Mali n'est revenu dans le CFA qu'après la mort de Modibo Keïta en 84. Bon, vous me direz que Keïta est mort en prison en 77 parce que la France a mis sur pied un pion qu'elle avait fabriqué, Moussa Traoré, qu'il avait donc mis en prison en 68 et qui l'a maintenu là-bas jusqu'à sa mort avant de revenir au CFA. C'est vrai. Vous allez même aussi me dire que le président togolais Sylvanus Olympio a été assassiné en 63 parce que la manière dont il avait envisagé la réalité monétaire au Togo était efficace et il aurait permis au Togo de sortir de l'enclavement économique. C'est vrai également, mais je vous réponds qu'on est dans une époque où c'était facile, sauf si vous avez des traîtres parmi vous au Cameroun qui vont donc assassiner les leaders du MRC qui vont nous sortir du CFA. On sait que ça a toujours été vos propres frères du même pays. Les Burkinabés, Sankara a été assassiné par l'entremise de son propre frère Compaoré, Sylvanus Olympio par son propre frère Étienne Yadimania Singbe, Sékou Touré, Modibo Keïta par son propre frère Moussa Traoré, etc. Donc, si vous, de l'opposition, parce que ce serait le MRC au pouvoir, vous pouvez nous garantir qu'il n'y a pas de traître parmi vous que la France va utiliser pour assassiner les leaders du MRC. On peut donc vous garantir que oui, nous on prévoit même en solo
sortir du franc CFA, parce qu'il le faut, c'est un impératif pour permettre au pays de décoller. Donc voilà comment le MRC envisage sortir du carcan monétaire. Évidemment, peut-être dans une autre question, dans une analyse économique plus poussée, on peut aller dans les détails, mais grosso Je n'ai modo... pas fini ma question parce que Tu dis les réponses, j'ai pas fini ma question parce que les réponses sont extrêmement longues. Donc, à un moment donné, on doit attendre et puis on perd le fil quand même de ces idées. Bon, au niveau des Les questions sont faites détaillées. Moi, je dirais pas qu'elles sont longues. Elles permettent d'éclaircir même les zones d'ombre qui ne sont pas évoquées. D'accord. Je vois bien que dans votre explication, vous, en fait, l'exemple que vous avez donné, c'est-à-dire que vous partez du taux de parité fixe pour démontrer que le franc CFA n'est pas une monnaie conforme aux économies ou alors à l'économie camerounaise. Mais la question que je voudrais aussi poser, c'est que vous ne pensez pas qu'une surproduction, avec un système d'assurance qui doit couvrir ces surproductions, est-ce que cela ne peut pas résorber ce problème de taux de parité fixe dont vous avez mis en lumière? Une Une surproduction. surproduction. Oui. Pardon, sorry, désolé. Très bien compris ta question, en fait. Il a pris, je vais dire, il a pris d'exemple, par exemple, si tu vends un sac de riz, peut-être un chinois en fonction du fait que le franc CFA peut être élevé parce que la parité est fixe. N'est-ce pas? Et donc, je dis, donc, lorsque vous produisez massivement, est-ce que cela ne peut pas résorber comment dire ça? Est-ce que quand vous produisez massivement, est-ce que cela ne peut pas résorber le problème de taux de parité fixe? Et surtout lorsque les assurances couvrent les pertes. Non, mais imagine que tu produis donc énormément, mais que parce que l'euro s'est apprécié, tes produits sont plus chers. Je te rejoins sur le terme surproduction. Tu produis donc plus que de raison, plus que la demande, et tes produits finissent par pourrir. Parce que la parité fixe... Il y a des marchés ou pas? Non, mais le marché, justement, le marché vient d'où? Le marché vient de la confrontation entre l'offre et la demande. Si la demande est faible parce que l'offre est chère, évidemment, tu surproduis et ce n'est pas rentable. Déjà, quand tu parles de surproduction, ça veut dire que le marché ne peut pas absorber ce que tu as produit. Non, je parle Tu parles de surproduction. Je parle de surproduction locale pour pouvoir vendre moins cher à l'extérieur. Parce qu'il y a toujours des points d'achèvement, c'est-à-dire que on ne surproduit pas au hasard, on surproduit des produits qui sont demandés. Attends, pour que je comprenne, pour que je comprenne ta question, c'est-à-dire que tu veux que les Camerounais travaillent 2 fois plus pour satisfaire le franc CFA. Non, c'est que vous n'avez pas compris, c'est que... Non, j'avoue que j'ai pas compris. Local. Ce qu'il faut se comprendre, c'est que la valeur d'une monnaie est déterminée en fonction du niveau d'industrie du pays. Et c'est même d'ailleurs pour cela que Alassane Ouattara disait que... non, pas forcément. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a des pays à industrie équivalente, mais où la variation monétaire est terrible. La Corée du Sud est la 10e ou 12e économie mondiale. C'est le même standard que les pays européens. Mais la valeur du won sud-coréen est très faible par rapport à l'euro, qui est, avec la livre britannique, la monnaie la plus élevée au monde. Mais moi, je parle pas de parité. Je parle en termes de production. Je vous parle d'industrie. La valeur d'une monnaie... La valeur de la monnaie, c'est sur la production, c'est sur la parité. Moi, je parle d'industrie. Je parle de la production. Si vous avez une industrie, vous produisez massivement. C'est ça que je parle. Trop bien la question. Oui, vous produisez massivement et donc, vous avez des marchés. Alors, le père, le marché vient d'où? Le marché vient du fait qu'il y a demande. Imagine que tu dis que tu produis, mais imagine que tu dis qu'il produit. Bah, tu dis il y a le marché. Le marché, c'est quoi? Le marché, c'est la demande, tout simplement. Ce qu'on appelle marché, c'est la demande. Tu viens avec une offre. Maintenant, est-ce que tu as une niche, c'est-à-dire une demande? Si la demande est absente, tu n'as pas de marché. Et ce qui peut tuer le marché, c'est quand ta monnaie est très élevée. Ça ne favorise pas l'exportation. C'est ce que l'économiste Kaku Mbokpo appelait la taxe sur nos exportations et la subvention sur nos importations. Qu'est-ce que ça veut dire en français facile? Ça veut dire que le franc CFA, comme c'est une monnaie élevée, il donne l'impression aux Africains que les importations sont moins chères.
parce que nous vendons le cacao, bref, le cacao, le café, le pétrole, le gaz, bref, la matière brute, les matières premières, littéralement, ou les petites denrées, les cultures de rente, ça nous rapporte un peu d'argent, un peu de devises, et on se dit qu'on est riche, et avec ça, on achète donc le riz, on achète, bref, les produits qu'on consomme, le riz, les chemises, les caleçons, les cure-dents, les machins. On a l'impression que c'est moins cher parce que le franc CFA est une monnaie très élevée. Donc, ça fait comme ça subventionne nos importations. Et Paul Biya adore ça, c'est pour ça qu'il ne veut pas en sortir. Le problème, c'est maintenant le deuxième volet de la chose. Ça agit comme une taxe sur nos exportations. Ça devient, c'est là où ça fait mal. Parce que ça ne te permet pas de vendre, donc tu ne peux pas produire localement. Chaque fois que tu essayes de vendre, tu vas te rendre compte que par rapport aux produits des autres, tes produits sont trop chers parce que ta monnaie est très élevée et elle est liée par une parité fixe que tu ne peux pas changer, tu ne peux pas déprécier ta monnaie selon ta réalité économique. Quand tu vas au marché, le frère, regarde comment ça se passe. D'habitude, tu vas au marché, tu vois comment quelqu'un dit non, chez moi ici c'est moins cher. Tu as deux chemises à 50, deux chemises à 50. Là, tu entends deux chemises à 50, tu dis waouh, mais c'est mieux que l'idiot là qui me vend une chemise à 200. Ah, donne-moi tes deux chemises là à 50. C'est ça en fait. Le vendeur joue sur les prix et la clientèle se rue parce que comme il vend moins cher, il attire des clients, il se crée un marché, il se crée une niche. Maintenant, toi, tu es lié par une parité fixe à quelqu'un. Tes produits, à cause de la monnaie, la valeur surélevée de sa monnaie, tes produits ont du mal à séduire à l'international parce qu'ils sont trop chers. Quand on est surtout dans des économies embryonnaires comme les nôtres, on se retrouve dans l'obligation de vendre à bas prix. Imagine que tu fabriques les voitures demain. Tu as une industrie, tu fabriques les voitures. Comment tu vas convaincre les Mexicains à acheter la voiture camerounaise devant une Mercedes allemande, par exemple, si tu vends littéralement au même prix que les Allemands? Le Mexicain va dire non, moi je sais que la Mercedes c'est quand même la Mercedes. Je ne vais pas acheter ta voiture au même prix que la Mercedes alors que Mercedes c'est une voiture historique. Mais quand tu peux jouer sur la valeur monétaire et baisser la valeur de ta monnaie, le Mexicain va se rendre compte que pour acheter ta Mercedes, il débourse beaucoup moins que quand il doit acheter la Mercedes de l'Américain, ou de l'Allemand en euros. Et il va se dire, bon, c'est vrai que c'est une jeune entreprise camerounaise qu'on ne connaît pas trop, mais quand même, c'est moins cher. Donc, comme je suis un peu game ces temps-ci, je vais peut-être acheter la Mercedes dans 5 ans quand mon entreprise va donner. Là, pour l'instant, je m'en vais chez les Camers si j'achète un peu leur voiture qu'ils viennent de fabriquer là, et je me débrouille avec ça pendant 5 ans en attendant d'avoir... Donc, ce que vous voulez dire, c'est quoi? Bon, beaucoup de gens vont se poser des questions. Non, une dernière question. Alors, Denis, le monde là qui doit poser des questions. Une dernière question. Une dernière question. Permets, Denis. Lux, non? Bien Lux. Non, Lux 20. Alors, groupe, tu peux poser ta question. Groupe. Oui, bonsoir à tous. Ma question doit s'adresser directement à Wilfried Ekanga concernant les travaux publics au Cameroun. J'aimerais avoir l'approche, comment est-ce qu'ils doivent procéder pour soutenir les entreprises locales qui aimeraient travailler dans le BTP, puisque pour développer le Cameroun actuellement, il faut résoudre ce problème, c'est-à-dire gagner un marché public au Cameroun, réaliser et se faire payer. Comment est-ce qu'ils comptent gérer cette situation au MSC? Dis-moi le frère, je te réponds par une question, mais rassure-toi, ça ne va pas te déranger, au contraire. C'est même pour nous permettre de mieux voir. Et je ne sais pas si tu te souviens des 10 commandements de Maurice Kamto. Tu te souviens du premier, ce qu'on avait mis en première ligne? Le premier commandement, si tu ne te souviens pas, c'est pas grave, c'est juste pour savoir. Est-ce que tu t'en rappelles? Non, pas tellement, désolé. Ok, c'est pas grave. Dans le premier commandement, on avait dit... on reconnaît un vrai militant du MRC par le fait que, il doit aimer profondément le Cameroun. Deuxième commandement, aimer profondément les Camerounais. À partir de ces deux commandements, tu as tout compris. C'est-à-dire, le MRC, nous sommes jaloux de notre camerounité. On est fiers d'être africains, on est fiers d'être des humains, on est fiers d'appartenir à la communauté mondiale, c'est clair.
Mais en même temps, on a cet amour-là pour notre pays, le Cameroun, parce que notre devoir historique, les humains se sont organisés par pays. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on déteste les autres ou bien, mais bon, on est organisé par pays et il faut aimer justement le pays. Et deuxième commandement, aimer les Camerounais, donc aimer ce territoire qu'est le Cameroun, vouloir qu'il se développe, qu'il décolle, et aimer maintenant les Camerounais, les respecter, les prioriser, les mettre en valeur. Voilà les deux commandements du MRC. Et justement, il l'a dit avant que tu ne poses ta question, ce qui me permet donc de te répondre en toute bonne foi. La préférence nationale. Non mais vraiment, nous n'allons jamais mettre quelqu'un de l'extérieur à contribution alors qu'il y a le génie local pour faire la même chose. Tu parlais du BTP. Je ne sais, je pense que vous avez, comment ça s'appelle, la MIPRO Malo, mission pour la promotion des matériaux locaux, bref, quelque chose comme ça, qui, comment dire, sait travailler la terre pour produire des parpaings, des trucs en fait, mais de manière tellement élaborée que les bâtiments qu'ils ont conçus sont très beaux à voir. J'ai même vu des vidéos sur YouTube à ce sujet. Quand tu pars à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, ou même un peu plus haut, dans les villes Amsterdam, les villes anglaises et tout, etc., tu as constaté qu'il y a beaucoup de bâtiments en terre cuite. Même la Belgique aussi est plus ou moins construite comme ça. Beaucoup de bâtiments en terre cuite, en terre rouge et tout, avec un système de, ça ressemble pas à des mini briques de terre. Et bref, quand vous avez énormément de terre rouge au pays et que vous avez des génies qui ont travaillé ce matériau et qui savent le transformer en quelque chose d'absolument génial, évidemment, ils peuvent devenir les pionniers d'une nouvelle architecture made in Cameroun. Comment le MRC va procéder au niveau de la question que tu as procédé? La préférence nationale, ça c'est l'un des premiers mécanismes. Ça c'est l'exemple chinois. En même temps, quand tu vas en Chine, une entreprise européenne, tu vas t'implanter là-bas. La première chose, c'est que plus de la moitié des ouvriers doivent être chinois. Donc, tu ne viens pas avec une entreprise, tu t'implantes là-dessus avec tes gens. Ah, faut oublier. Outre le fait que les Chinois doivent être actionnaires majoritaires dans ton entreprise. Si après on doit laisser, tu ne veux pas, tu fous le camp. Dans nos MRC, on essaie de s'inspirer du même type de modèle, la préférence nationale. Nous voulons construire un bâtiment. On examine d'abord si les entrepreneurs locaux ont le savoir-faire pour y arriver. Quelqu'un m'a demandé, enfin j'ai vu dans un panel quand j'étais en Suisse ce week-end, malheureusement je n'ai pas pu rester longtemps, mais votre frère ici présent, Luc Sonore, faisait partie d'un contingent de Camerounais qui critiquait le fait que Maurice Kamto ait pris un avocat français. Est-ce qu'il n'y avait pas d'avocat camerounais? Le fait que Maurice Kamto ait par exemple pris un avocat français ne signifie pas qu'il a jeté les autres avocats camerounais à la poubelle. La preuve depuis, la totalité des avocats du MRC sont des Camerounais. Donc on ne dit pas qu'on ne peut pas avoir un étranger. Je lui ai même pris l'exemple de la Chine qui a pris un architecte, de la France, pardon, qui a pris un architecte chinois, Liu Mingpei, pour construire en 1989 la pyramide de verre qui est devant le musée du Louvre au centre-ville à Paris. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'architecte parisien, ou bien parfois pour changer, pour apporter un peu, on peut faire parfois un appel d'offres où le gagnant s'avère être un étranger, mais ça n'empêche rien au fait que dans l'ensemble, dans la plupart des cas, on priorise d'abord, la priorité nationale ne veut pas dire l'exclusivité nationale. Bon oui, les autres peuvent venir gagner justement des appels d'offres, des ci, des ça, mais on s'arrange à ce que les Camerounais soient prioritaires et soient majoritaires à savoir-faire équivalent. Donc c'est ça qu'on a prévu de faire et c'est pour ça que je prends l'exemple de la MIPRO Malo. Maintenant, pour accompagner les entreprises, le MRC prévoit évidemment, dans la mesure du possible, que l'État puisse débloquer des fonds aux opérateurs économiques qui présentent un projet solide, un projet rentable. Si vous êtes une entreprise mineure dans le paradigme du micro-projet, ça peut être vraiment des dons, c'est-à-dire des créances non remboursables. Progressivement, vous pourrez commencer à rembourser en mode entreprise normale en payant l'impôt. Progressivement, je dis. Mais si vous êtes une entreprise qui démarre, une start-up de petits Camerounais qui cherche à se faire une place au soleil, dans un premier temps, on a prévu carrément de vous alléger la pression fiscale. Maintenant, voilà. Si c'est une entreprise qui est plus ou moins établie et qui peut répondre à ses obligations, on a quand même dit que pour les opérateurs privés, un allègement de la pression fiscale de l'impôt sur les sociétés de 33% à 25% par exemple. Donc, grosso modo, le financement dans la mesure du possible avec l'épargne nationale qu'on aura mobilisée et avec la contribution du Fonds souverain de la diaspora. De deux, la priorité nationale à savoir faire équivalent.
Ok, merci. Eh ben, je crois pas que vous avez répondu à plusieurs de mes Merci, questions. Hugo. Ma question s'étalait sur comment est-ce que vous allez payer, ça veut dire des prestataires qui réalisent des marchés. Généralement, quand on gagne un marché public au Cameroun, il te faut des sommes. Le problème, souvent, se trouve au niveau de financer le projet. Est-ce que vous allez permettre aux prestataires de réaliser pleinement leur projet et les payer? Parce que dans le secteur du marché public, il y a un problème. Lorsque vous gagnez un projet, il faut que vous enregistrez le marché. Là, il faut que vous payiez à l'État. Vous n'avez même pas 5 francs pour travailler. Est-ce que vous allez accompagner les prestataires, je dirais locaux, pour les accompagner à réaliser pleinement des projets, surtout dans le secteur, je veux dire, public? Ça dépend vraiment, ça dépend de plusieurs facteurs, ça dépend aussi de la manière, du type de concession économique qui est en jeu. Prenons l'exemple d'une route. Nous avons par exemple prévu à certains endroits de ne pas financer la construction de la route. C'est-à-dire, c'est juste que ce que je veux que vous compreniez. Vous savez, au Cameroun, vous gagnez un projet, vous réalisez. Si vous partez faire des prêts à la banque pour réaliser le projet, mais à la fin, on ne vous paye pas. Parce que vous c'est le régime LIA. En fait, je suis très intrigué par vous. Pour se faire payer. C'est ça, en fait, je veux comprendre ce... Oui. Enfin, Wilfried, pour situer un peu ce qu'il est en train de dire. J'ai compris. Là, il met en place tout ce que l'OADA prévoit comme mode de paiement, mode d'interaction entre... Merci, Charlie, c'est ça. C'est ça qu'il essaie de... Au niveau du droit des affaires. Exactement. C'est ça qu'il veut savoir, qu'est-ce que le MRC a prévu. Est-ce qu'on va rester avec l'ancien modèle ou est-ce qu'on vient avec quelque chose de différent? Je pense que c'est ça la question en fait. C'est ça, Charlie, merci beaucoup. Oui, mais le frère, j'ai dit que j'étais très intrigué par vos questions parce qu'en fait, vous dénoncez, et je suis d'accord avec toi, vous dénoncez les avatars du système BIA. Je suis d'accord que tu mettes à nu comme ça la bêtise dans laquelle BIA nous a mise en 43 ans. Voilà le monde selon BIA. Tu as totalement raison dans ce que tu décris. Tu sais, le monde selon BIA, c'est un monde où tu as contracté un emprunt auprès de la banque, elle t'a prêté son argent, tu as réalisé quelque chose sur une clause contractuelle que tu avais avec l'État, tu as fini, au moment de rentrer dans tes frais, ils se mettent à te faire la danse d'Afia, on te menace même. Tu blagues, on te dit que on te crée un procès derrière, on dit que tu es allé violer une femme dans un hôtel à Douala, et que franchement, vraiment, on te colle, tu finis en prison. Or, c'est toi qui devais, c'est l'État qui te devait de l'argent. Ça, c'est le Cameroun selon BIA. Et là, tu es en train de me demander si on va faire la même chose. Bien sûr que non. Et là, je te prenais 2 exemples précis. Un exemple tiré de ce que tu viens d'évoquer et mon propre exemple. Commençons par le mien, on va finir par le tien. Sur, par exemple, la construction d'une route. C'est-à-dire, le MRCI a dit, l'État n'aura pas de l'argent à l'infini, ça c'est clair. Parfois, on sera obligé de léguer la concession d'une route à une entreprise privée qui, elle, a les moyens. La première chose qu'on fait, par exemple, c'est toi, entreprise privée, tu viens, tu débloques tes fonds à toi pour construire la route. Maintenant, pour rentrer dans tes frais, l'État te dit que tu possèdes cette autoroute à travers, par exemple, les péages ou un système de vignettes. Bref, tu disposes de cette autoroute pour 15, 18 ans. Voilà, pour rentrer dans tes frais, c'est quand même toi qui l'as construit de A à Z. L'État a juste surveillé, encadré. Tu as juste respecté un cahier des charges, mais c'est toi qui as financé tout. Donc, pour rentrer dans tes frais, parce que tu as tout dépensé, tu vas récupérer de l'argent justement à travers les pièges sur la route pendant une période donnée. Donc là, tout le monde est content, on a respecté les clauses du contrat de chacun, à une échéance X déterminée, tu es rentré dans tes frais, et ça va, l'État récupère la route, et tout le monde est content. Tu as eu tes retombées financières, tu as même eu un bénéfice dedans, par rapport à ce que tu avais financé pour la route. Et voilà, tout le monde est content. L'État récupère la route, tu as récupéré ton argent, tu as fait un bon business. 10 ans plus tard, ton entreprise, voilà, elle est rentrée dans ses frais, elle va bien. Deuxième exemple, ce que tu viens d'évoquer, celui où une entreprise a réalisé un service donné pour le compte de l'État en tant que prestataire. Elle a contracté un prêt auprès de la banque, mais ça obéit à une clause simple. L'État doit respecter le droit des affaires. L'État doit respecter les éléments contractuels auxquels il s'est soumis. Sous Paul Biya, on s'est substitué à la loi. Et on est devenu la loi. Et on s'en fout pas mal du fait d'avoir floué les gens avec qui on travaillait. Ce n'est pas sérieux, je suis d'accord avec toi.
Le MRC, si le MRC fait ça, je deviens moi-même l'adversaire du MRC. C'est pour ça que je dis à tous nos amis qui continuent de voter BIA malgré tout cela, que mais vous faites comment? Parce que finalement, vous dénoncez un système que vous allez après nous expliquer que vous votez pour lui. C'est pour ça que j'ai demandé à mon ami tout à l'heure, quand on parle de la liste électorale, que mais toi, tu es dans du RDPC. Depuis là, l'article 80, toi, tu ne milites pas pour l'application de l'article 80. Au contraire, tu me demandes pourquoi les autres partis politiques ne militent pas pour l'application de l'article 80. Or, c'est tous les Camerounais qui devraient militer pour cela. C'est donc la raison pour laquelle les gens ne mettent pas pression à Paul Biya sur le respect de l'article 80, que les mêmes gens, tout en étant soutien de Biya, subissent les aléas du même système biaïste au niveau de leurs clauses contractuelles sur les prestations de services. Parce que Paul Biya, que tu as soutenu, qui n'a pas appliqué l'article 80, c'est encore lui qui vient et qui n'applique pas la clause sur le droit des affaires, le contrat, la disposition contractuelle que tu as avec lui. Et donc tu te retrouves en grande difficulté, tu dois de l'argent à la banque, et maintenant l'État même qui te doit de l'argent, t'as plutôt inventé une histoire pour te mettre en prison et ne pas avoir à payer. On dit que oui, Landry, Jean-Baptiste, il est allé, il y avait une mineure à l'hôtel qui travaillait comme femme de ménage, il a forcé la fille à entrer dans sa chambre, donc vraiment, on te colle ça comme ça, on met sur Facebook, sur la place publique, ça devient maintenant ton problème, et tu te retrouves à Kondengui pour détournement de mineurs, pédophilie et blablabla. Tout ça parce qu'on n'a pas voulu te payer. C'est l'état de non-droit que nous combattons aujourd'hui et que je ne peux pas protéger sous l'égide du MRC. Au contraire, la loi a ceci de grand qu'elle est respectée. Les lois, les articles sont précieux et puissants quand on les respecte, quand on s'y conforme. Si on se met à les piétiner, ça devient, comme quelqu'un a dit, des loisirs. Donc ce que tu as décrit, c'est ce que fait Paul Biya. Et notre réaction à ça, c'est de le sanctionner, de le faire partir, de le chasser du pouvoir. Ce n'est pas pour la même chose. Sinon, moi-même, j'intègre l'opposition et je me mets à combattre Maurice Kamto. C'est une promesse que je vous fais de manière solennelle et je le dis tout le temps à la moindre occasion. D'ailleurs, lui-même le sait, quand on parle, je le lui dis de manière aussi claire. Merci. Merci beaucoup à vous et beaucoup de courage. Mais à toi qui as posé la question, je pense que... Oui, vas-y, Landry, vas-y. Ok. Wilfried. Merci, groupe. Non, pas maintenant. Vous m'avez sauté. Parce qu'avant que Landry me montre, il y avait Luc. Luc a parlé, ensuite Denis a parlé. Un groupe et Franklin. Oui, groupe a terminé. Donc Franklin fait et on refait un autre tour. On appelle son tour, Luc, ensuite Denis. Ah, vous cassez le rythme. Pardon? On a appelé Franklin, il n'était pas là. Non. On va pas revenir sur lui. Parce que toi, tu descends pas, Landry. Ceux que je fais descendre, c'est ceux qui vont pas rester. Je fais descendre les personnes pour les remplacer. Mais toi, tu descends pas. C'est ça le problème. Tu vois un peu? Et Luc ne descend pas non plus. Alors, Franklin. Franklin? Ouais, je suis là. Pose ta question, mon frère. Ok, vous m'écoutez? D'accord. Oui. Ah, ok. Non. Ok, bon. Déjà, je voudrais dire que je suis partisan du professeur Maurice Kamto et de son programme politique. Mais j'avais juste une question, surtout concernant l'éducation. Parce que le professeur pouvait dire que la ressource la plus importante, c'est la ressource humaine, particulièrement la jeunesse. Et nous pouvons voir qu'il y a plusieurs choses qui sont en train de miner la jeunesse. Premièrement, le manque d'éducation. Et deuxièmement, le détournement des réseaux sociaux. Quand je parle de détournement des réseaux sociaux, on peut voir les influenceuses qui prônent la prostitution. Et c'est quelque chose de normal. Ou alors on peut voir des... S'il te plaît? J'ai rien dit, j'ai seulement dit pendant. Ok, donc on peut voir les influenceuses ou les influenceurs qui prônent, qui prônent la prostitution à cette jeunesse et du coup, ils se retrouvent en train de se dire que c'est le seul moyen pour réussir. Et on peut aussi voir les différentes propagandes en ligne, que ce soit par les sites pornographiques que je pense qu'il y a un vrai fléau, même ici en Europe. Et ma question serait, comment est-ce que le MRC, compte travailler sur ce plan-là? Et un autre plan de ma question,
En fait, vous avez chacun 4 questions, mais c'est une question à 8 volets. Enfin, Non, j'ai une question, elle a 9 volets. Ok, bon, voici le dernier volet de ma question. Vous êtes très malin, vous les Camerounais, là, c'est terrible. Ok, voici le dernier volet de ma question. Le professeur peut dire dans le programme politique que nous réformerons complètement le système éducatif pour orienter vers une éducation entièrement tournée vers des objectifs de développement en amenant très tôt les jeunes écoliers au raisonnement scientifique à l'éveil de leur intérêt pour les objets matériels créés par l'esprit humain et l'innovation. Donc, je pense que ça, c'est un objectif très important. Et maintenant, ça veut dire que il doit y avoir une mise à niveau des formateurs. Déjà, à partir de la maternelle. Et comment est-ce que le MAC, lorsqu'il sera au pouvoir, compte mettre les professeurs, compte mettre les différents enseignants, déjà de la maternelle, à un niveau pour enseigner, les enfants à avoir déjà, cet esprit innovatif, cet esprit scientifique, et être encore plus technique. Donc, c'est un peu ça. Ok, je vais y répondre. Bon, avant d'y répondre, je vais répondre encore à 3 questions et après on va marquer une pause. Parce que la pause de 5 minutes qu'on a voulu prendre finalement, on ne l'a pas prise. Il faut pas que je tombe en syncope, faut que mon corps régénère un peu quelques énergies. Donc je répondrai après ta question à 3 autres questions et je demande au modérateur de nous permettre de faire une petite pause de 5 minutes. Parce que, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Donc, à un moment donné, le corps réclame un peu de récupérer. Il y a un peu 5 minutes, ça ira. Alors, cher frère, la première question, c'était sur les femmes, les influenceuses. Comme tu es du MRC, peut-être que tu étais au courant, nous avons tenu une assemblée générale à Berne, en Suisse, ce week-end. Et comme c'est tombé le 8 mars, j'ai profité pour leur dire là-bas que la problématique du régime Biya, c'est que le régime Biya a mis en avant des femmes en papier mâché pour servir de modèle. On a vu Moël Kombi inaugurer le salon de coiffure d'une fille dont je ne sais toujours pas l'utilité aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas. C'est-à-dire Paul Biya et son régime font la promotion des filles dont le seul talent est de posséder un appareil génital féminin, ce qui, j'ai la faiblesse de croire, est le cas de 100% des filles qui peuplent la planète Terre. Donc je ne vois pas en quoi c'est un exploit. Une femme, parce qu'elle est une femme, ça devient, une icône, un exemple à suivre, je comprends pas le délire. Il faut que les femmes soient capables de proposer autre chose, ou du moins il faut que les femmes qui proposent autre chose soient mises en avant. J'ai déploré le fait qu'en 2021, Paul Biya a carrément arrêté Rebecca et Nonchamp. On l'a arrêté, les services du gouvernement à Douala l'ont arrêté pour outrage à magistrat. Quand on sait que c'est dans sa famille est l'une des familles pionnières du barreau du Cameroun, que ce soit anglophone comme francophone. Son père notamment est l'une des grandes figures du barreau du Cameroun. Je crois que la première, c'était la... Cameroonian, je veux pas dire n'importe comment, en tout cas l'association des barreaux du Cameroun dans la partie anglophone, et même le barreau partie anglophone, il est quand même l'un des précurseurs. On l'a arrêté pour outrage à magistrat. Rebecca et Nonchamp est l'une des... C'est-à-dire, au forum de Davos en 2002, on l'avait nommé GLT, Global Leader for Tomorrow, aux côtés de Larry Page, le fondateur de Google. Vous connaissez Google, tout le monde utilise Google, qui avait été fondé en 98 par Larry Page et Sergey Brin. Donc elle a été citée, c'est une fierté pour le Cameroun en 2002. Elle est la fondatrice en 98 de Appstech, une entreprise qui est focalisée sur la promotion technologique. C'est une grande conseillère en nouvelles technologies, une grande entrepreneuse innovatrice, promotrice de start-up, d'incubateurs technologiques et tout. Une grande femme, elle est petite de taille, mais c'est une très grande femme. Elle est respectée partout, elle remporte des prix absolument partout. Dans les grands forums comme le forum de Davos en Suisse, là où se réunissent ceux qui dirigent le monde, elle a été désignée aux côtés des grands de ce monde, comme le créateur de Google. Mais au lieu de nous présenter donc Madame Rebecca et Nonchamp comme l'une des figures à suivre auxquelles les femmes doivent s'identifier, elle est littéralement inconnue du bataillon au Cameroun. On promeut les femmes qui vendent leur appareil génital et on dit que Rebecca et Nonchamp, elles, on l'a arrêtée pour outrage à magistrat. À côté, vous avez une autre femme dont vous ne connaissez même certainement pas le nom, Imbolo Mbowe. C'est une anglophone.
Parce que, voilà, on a vu Paul Biya rouler des étudiants dans la boue, des filles martyriser, effrayer les jeunes filles en zone anglophone. Pourtant, la zone anglophone a un potentiel énorme. Dans ma ville, en Allemagne, à Francfort, la ville où j'ai vécu, où j'ai posé mes valises, il y a une dizaine d'années, Imbolo Mbowe, en 2014, est arrivé avec son livre « Behold the Dreamers », « Voici venir les rêveurs ». Le livre a été présenté à la foire du livre de Francfort et a été vendu par la maison d'édition américaine Random House à $1 million. C'est la première fois qu'un livre battait un tel record, qui plus est pour une autrice africaine, une autrice camerounaise. C'est-à-dire, c'est un grand mérite pour le Cameroun, mais qui la connaît au Cameroun? Voilà les grandes femmes qu'on peut mettre devant. Est-ce qu'on connaît Imbolo Mbowe au Cameroun? Au contraire, Paul Biya détruit la zone anglophone. Elle est née à Limbe, c'est une Camerounaise, même si elle a la nationalité américaine, c'est une Camerounaise. S'il y avait la double nationalité, s'il y avait la mise en valeur des génies locaux, elle est très appréciée aux États-Unis, son livre était un best-seller total. Mais au Cameroun, on ne la connaît pas. Donc, on met à la place des filles 100 fois 1000 lois, dont le seul mérite, c'est d'utiliser les filtres Snapchat et donner l'illusion d'une prospérité qu'elles n'ont pas. Les riches, les vrais riches ne s'exhibent pas sur Facebook en vous montrant qu'ils sont riches. Personne sur Facebook parmi vous n'est plus riche que Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. Vous ne le voyez pas toujours dans les avions, à Dubaï, au bord d'une piscine. Ça, c'est des pitreries enfantines de parvenus qui, parce qu'ils vivent une vie misérable, veulent donner l'impression du contraire. Regardez-moi et croyez que je suis riche. Ils ont besoin de ça. Enfin, elles, pour la plupart des cas. Elon Musk, vous le voyez, il est habillé, il a toujours un veston bizarre, un t-shirt en bas, une casquette qui ne veut rien dire. Tous les millionnaires, regardez comme ils sont habillés. Ils n'ont pas besoin de vous montrer qu'ils sont riches. Ils sont riches. Ils n'ont pas besoin de l'exhibition et du paraître. Mais qu'est-ce qu'on nous vend devant? Vos fameux influenceurs qui n'influencent rien du tout et qui vendent de la bêtise. Or, je viens de citer deux noms de grandes femmes dans plusieurs secteurs différents, le secteur de la littérature, le secteur des sciences et techniques, qu'on devra mettre en avant. Le MRC va mettre ce type de femmes en avant. Sous Paul Biya, elles ne sont même pas connues du paysage camerounais. Là, je viens de faire l'effort de faire un peu la publicité. Pour ces femmes-là, il y en a beaucoup d'autres. C'est-à-dire, plutôt que de mettre Rebecca Enonchon à l'innovation au Cameroun, on vous a pris Madeleine Chente, dont la plus grande force, le plus grand fait d'armes est de vous expliquer qu'il y a 500 000 pangolins à Yaoundé et 500 000 chauves-souris à Issos. Bref, c'est quoi ça? Il faut boire le Fipangras. Voilà. Et que voilà le pays dans lequel nous nous trouvons. C'est terrible. Donc, on veut mettre en avant de vraies femmes qui présentent de vraies choses, de vraies idées, qui présentent tout ce que vous voulez. Je vais pas étayer parce que ça va être long, je suis très long, mais c'est nécessaire quand même de vous donner 2-3 exemples comme ça. Je vais d'abord me limiter à ces deux-là. Le deuxième élément, la deuxième question que tu as posée, c'était sur la formation des éducateurs sur les filières scientifiques, c'est ça, ou la formation des étudiants? C'était les étudiants ou les éducateurs? Les formateurs. Les éducateurs, la mise à niveau des formateurs. Oui, la mise à niveau des formateurs. En fait, on met à niveau les formateurs en faisant venir ceux qui, par exemple, ont bénéficié le mot m'échappe, du stage technique, notamment dans les pays de la diaspora. Parce que je sais que les mathématiciens au Cameroun sont très bons. Les enseignants ne sont pas plus idiots parce qu'ils n'ont pas étudié un non. Ils sont très bons, ils maîtrisent leur domaine. Les physiciens également. Le problème, c'est que la différence entre eux et ceux qui ont étudié en Europe, c'est qu'ils ont expérimenté dans le réel. Il y a des laboratoires, des éprouvettes, des tubes à essai, bref, ils font l'expérimentation de ce qu'ils apprennent. Donc, on n'est plus dans la théorie, on est dans l'expérimentation. Donc, ils ont cet avantage-là. Donc, eux, il faut les faire revenir pour qu'ils puissent former les formateurs. Il y a deux manières de les faire revenir. Ceux qui sont implémentés, la famille et tout, qui sont implémentés en diaspora et qui ne peuvent pas venir dans un premier temps, on les fait revenir de manière sporadique, notamment dans la période des vacances où ils viennent au Cameroun, font des cours de remise en niveau. Ils reçoivent des émoluments de l'État, où ils font donc des remises au niveau des informateurs avec peut-être des matériaux. Ils font venir, avec la contribution des pouvoirs publics, des petits, je vais pas appeler ça des laboratoires, mais en tout cas, des 2-3 petits éléments avec lesquels ils ont pu faire des expérimentations dans leurs universités en diaspora pour illustrer ce qu'ils ont appris dans la théorie.
Ça, c'est l'un des mécanismes de remise à niveau ou, dans la mesure du possible, si quelques enseignants peuvent bénéficier des financements de l'État ou du moins d'une bourse de voyage de l'État pour 1 mois, 2 mois, pour justement venir faire l'expérimentation pratique, le laboratoire, le stage, et s'y connaître un peu mieux et revenir avec un know-how issu de l'expérimentation au pays. Ça, c'est 2 mécanismes. Le 3e mécanisme, c'est la possibilité de retour définitif. Ça également, c'est un domaine sur lequel on a mis énormément d'importance parce qu'on s'est dit, ce n'est pas forcément l'argent qui manque, c'est la redistribution de l'argent qui pose problème. Voilà la raison pour laquelle je vous parle aussi souvent de la réduction du train de vie de l'État. L'État du Cameroun actuellement est dans une situation où le fonctionnement de l'administration coûte carrément plus de 75% des finances publiques, ce qui est un non-sens, mais total. C'est un argent qui peut permettre de faire venir un ingénieur d'Allemagne, de lui fournir une maison bien équipée avec tout le nécessaire pour qu'il ne perde pas son confort, un bon salaire pour qu'il puisse vivre sans vouloir retourner en Allemagne l'instant d'après. Donc ça, on peut le faire dans un premier temps. Donc, voilà les 3 mécanismes. Parce qu'on a besoin effectivement de l'expérimentation pour que les gens qui apprennent les sciences puissent savoir les domaines d'application de ces sciences-là. On nous a énormément enseigné de grosses théories qui permettaient à notre prof de maths de nous montrer qu'il connaissait, sans qu'on nous dise réellement dans la vie à quoi ça sert. Or, ce sont des calculs qui sont très importants. Je ne sais pas si vous connaissez Katherine Johnson, c'est une noire. Elle est décédée il y a, je crois, 1 an. Elle est morte à 100 ans en 2020 ou 21, je ne sais même plus. C'est la femme qui a calculé les trajectoires des missions de la NASA envoyées dans l'espace qui ont notamment permis à John Glenn, le premier Américain, avec Alan Shepard, le premier Américain à voyager dans l'espace, qui ont permis de calculer les trajectoires de la mission, notamment dans le cadre du projet Mercury ou dans les projets Apollo, même sur les missions d'alunissage de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin en 69, c'est elle qui a procédé au calcul de trajectoire de ces fusées-là. C'est une femme noire, une femme qu'on devrait y enseigner même également au Cameroun, parce que c'est une noire. Les noirs en Amérique sont des Africains qu'on a déportés, mais qui ont brillé par leur intelligence et qui ont rendu possible des épisodes terribles, des épisodes somptueux de l'histoire de l'humanité, comme le premier homme sur la Lune. On se souvient des paroles de Neil Armstrong quand il dit « It's one small step for man, but giant step for mankind ». Petit pas pour l'homme, pas de géant pour l'humanité. Je dis cet exemple pourquoi ? Parce que ça permet de montrer les domaines d'application de ces calculs-là qu'on nous a enseignés au collège, sans nous dire à quoi ils s'appliquent. La parabole, la courbe, les asymptotes, tout ça, tracer la parabole, c'est ça en fait les trajectoires des orbites. Quand tu envoies un satellite dans l'espace, imagine, on va envoyer, les Américains veulent envoyer des hommes sur Mars en 2026, le fameux projet Artemis, enfin retourner sur la Lune en 2026 dans le cas du projet Artemis. Comment ça fonctionne quand tu envoies une fusée sur la Lune ? Évidemment, tu dois déterminer la trajectoire en parabole la meilleure qui permette un alunissage correct parce que la Lune se déplace autour de la Terre. Donc, tu dois calculer le moment où, quand la fusée part d'ici, tu dois te dire la Lune qui a une position X. La fusée doit arriver à l'instant pile où la Lune sera à position Y pour que la fusée puisse se poser dessus. Car si tu vas en ligne droite parce que tu te dis la Lune au-dessus de ma tête, je vais envoyer la fusée là-bas, la Lune va se déplacer, elle se déplace très vite, elle fait un tour complet en 28 jours. Donc c'est très rapide, c'est un corps céleste ultra rapide. Donc tu ne vas pas envoyer ta fusée droit devant la Lune, elle ne sera plus là. Quand la fusée va arriver là-bas, c'est 400 000 km de distance entre la Terre et la Lune. Donc il faut calculer la trajectoire, calculer la parabole qui permet d'arriver là-bas. Voilà les avantages de l'expérimentation. Et c'est pour ça que ces mécanismes de remise à niveau sont possibles sur les 3 déclinaisons que je viens de faire. Les enseignants qui peuvent venir faire des stages financés par les pouvoirs publics de remise à niveau pratique en diaspora, les enseignants de la diaspora qui peuvent venir dans le cadre de rencontres ponctuelles pendant 1 mois, 2 mois au pays, pendant leurs vacances pour partager leur savoir et leurs expériences pratiques avec les locaux, ou des gens qui sont décidés à rentrer au pays et à venir de manière définitive, encadrés, logés, entretenus par les pouvoirs publics, en gardant leurs standards des pays européens plus ou moins, et mettre justement leurs connaissances à niveau, et des formateurs et des apprenants pour le pays. Est-ce que j'ai été précis dans la réponse à tes questions ?
Bon, ouais, je pense. Merci Wilfried, merci. Dans tous les cas, une pause s'impose, voilà, et Oui, s'il vous plaît, aussi fais la pause. pour notre grand bien à tous. Et quand tu vas revenir dans les 5 minutes, comme ça t'arrange, nous allons parler de tes 2 ouvrages. Il s'agit du droit de s'impliquer, si je me trompe pas, et le village des Nîmes, déjà disponible au Cameroun depuis le 10 janvier. Donc, Wilfried va mieux nous parler aussi de ces ouvrages et il va aussi répondre à vos questions. Ne vous inquiétez pas. Donc, le temps juste qui se rafraîchit, c'est qu'il retrouve, c'est-à-dire que son cerveau puisse reprendre des couleurs et il nous reviendra dans 5 minutes, voire 10 s'il veut. Hein. Donc, c'est à lui de reprendre à son bon moment. En attendant, je vais vous faire passer une petite musique pour vous permettre de rester quand même sur le panel. N'oubliez pas, soutenez le panel. J'ai pas vu vos réactions, ni chez Wilfried, qui est là depuis déjà bientôt 5 heures, voire 6 heures. Je n'ai pas vu vos réactions justement sur les modérateurs, ni sur l'autre qui est boss. Nous n'avons rien vu de tout cela. S'il vous plaît, tapotez. Soutenez le panel, envoyez plein de cadeaux, c'est pas cher vous demander pour tout ce que Wilfried vous livre aujourd'hui comme réponse qui vous édifie, bien évidemment. Donc, nous allons permettre à Wilfried justement de prendre une toute petite pause et il va nous revenir. Il va nous revenir, ne vous inquiétez pas. Alors là, je vais vous mettre une petite musique pour vous détendre. Il s'agit de Richard Bona. Il s'agit de Richard Bona que vous connaissez tous. J'espère qu'il n'y aura pas le droit d'auteur et tout ce que ça comporte. Donc, oui, Wilfried, c'est l'heure de ta pause. Hein. Je ne sais pas si tu es toujours là ou si tu voudrais répondre, mais... Alors... Il y avait quoi avant?